normalement, je devrais reprendre le cours où il en était. Mais, je vous ai dit, hier, une grosse bêtise. Je m'en suis rendu compte quand j'étais, je pense, en train de le dire, ou quand j'ai eu fini de le dire, parce qu'il y a eu une drôle de réaction dans la salle. Ceci étant dit, comme peut-être que je devrais le faire, je ne m'écoute pas tellement quand je parle. Je ne savais pas très bien quelle bêtise j'avais bien pu dire. Simplement, la réaction de la salle était un peu étrange. Donc, je n'ai pas interrompu mon cours, j'ai continué, tout en sachant qu'il y avait un truc qui avait du mal à se passer. Et puis, comme par bonheur, les cours sont enregistrés, j'ai regardé la vidéo de ce que j'avais bien pu dire et qui était mal passé. Et effectivement, à peu près à ce niveau-là, j'ai dit, donc j'étais dans l'origine historique de ce que c'était, le fait que l'énergie totale, c'est la chaleur plus le travail, puis j'ai dit que le travail, on l'avait depuis longtemps, c'était les machines à vapeur, je ne sais pas si j'avais dit que c'était les machines à vapeur, mais que le travail, on l'avait défini comme en fait quelque chose, c'était un changement de volume dans une pression définie, pas de problème, tout ça, ça allait bien. Et puis, le fait qu'un certain Clausius s'était dit qu'il devait y avoir une similarité, ou en tout cas qu'on pouvait peut-être établir une relation similaire entre la chaleur et la température. Mais que dans ce cas, il fallait aussi quelque chose d'équivalent à cette variation de volume, et il avait appelé ça une variation d'entropie. Entropie étant juste un mot à l'époque qui veut dire transformation. Point. Il ne sait pas ce que c'est, juste il y a une relation pour le travail, il y a une relation pour la chaleur. Et il définit cette quantité qui s'appelle l'entropie. L'entropie étant donc simplement la quantité de chaleur qui est libérée ou absorbée lors d'une transformation à une température donnée. Point. Il n'y a pas de sens donné à cette entropie, il y a juste ça doit être cette quantité-là. Et là, je me suis lancé dans l'idée de vous expliquer à brûle-pourpoint, alors que ce n'était pas préparé, qu'on en avait déduit quasiment immédiatement le second principe de la thermodynamique, à savoir que quand on a un corps chaud, un corps froid, la chaleur va toujours du corps chaud vers le corps froid, et on le sait, d'accord ? Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à ce moment-là, l'énormanerie, dire que cette quantité de chaleur était négative. Non, cette quantité de chaleur qui s'écoule naturellement du corps chaud vers le corps froid, elle est positive. Donc on a un dQ ici qui est positif. Et ça se fait naturellement, c'est donc spontané. Ce qui veut dire que quand on a un transfert de chaleur, en tout cas, qui est spontané, on a dQ qui est positif, donc ds, vous le voyez ici, qui est positif. Une transformation spontanée, en tout cas un échange de chaleur, c'est ce qu'on constate à l'époque, s'accompagne d'une augmentation de l'entropie du système. Et on va effectivement, une fois que c'est formalisé, à travers des choses un peu plus précises, où on va parler de différentiel, parce qu'on sait que la température, elle peut varier au cours du temps. Et donc, dans ce cas, il faut être très précis, il faut considérer uniquement des transformations qui se passent à température constante. Mais si la température n'est pas constante, on va prendre des petites étapes, les petits différentiels, le petit d que vous avez là, et non pas des grandes variations, qui se déroulent pratiquement à température constante, que l'on devra donc éventuellement intégrer entre les deux températures. Ça, on a le droit de le faire. Et ça, c'est la formalisation, donc, de ce qu'est l'entropie selon la définition de Clausius. Et maintenant, si on revient à cette idée que quand il y a un écoulement de chaleur, cet écoulement de chaleur, cette chaleur, elle est positive, et ça conduit donc à un delta S qui est positif, et que ça se fait spontanément, ça, c'est effectivement l'idée du second principe. Dans notre univers, pour ce qu'on en sait, une transformation, elle est spontanée si la variation d'entropie qui l'accompagne, et qu'on peut calculer comme Clausius l'a défini, est positive. Éventuellement nulle, mais a priori, elle ne peut pas être négative. En tout cas, pas tant qu'on est dans un système isolé. Le seul système isolé vrai que l'on connaisse, c'est l'univers dans son ensemble. Mais on peut avoir des systèmes isolés factices. La bouteille thermos dont j'ai parlé un peu plus loin, d'accord ? C'est-à-dire qu'on évite tous les échanges de chaleur
tous les échanges de matière avec le reste de l'univers, et on peut considérer que cette bouteille thermos qui se trouve à l'intérieur, c'est un système isolé. Il n'est pas parfait, mais suffisamment pour qu'on puisse considérer qu'il est isolé. Et donc ce système isolé, on peut considérer qu'une évolution spontanée du système doit conduire à une élévation de son entropie. Quoi que puisse être l'entropie encore à ce moment-là. D'accord ? Et que si le système n'est pas un système isolé, s'il est ouvert ou fermé, échange d'énergie ou échange d'énergie et de matière, dans ce cas, on doit considérer l'univers dans son ensemble, le système et le reste de l'univers. Et la somme des deux entropies doit être positive. Positive ou nulle, parce que nul, c'est juste une valeur limite de positif. D'accord ? Voilà. Éventuellement, l'une de ces deux valeurs peut être négative, mais quand on fait la somme, ce sera forcément positif ou nul. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est remis d'équerre, d'accord ? Donc, normalement, il n'y a plus de souci. Ce que je viens de dire, donc, annule et remplace la bêtise que j'ai dit hier, où j'ai parlé de quantité de chaleur qui était négative, donc d'entropie qui, à un moment, était devenue négative. C'est bon ? Donc, on peut repartir sur, effectivement, la suite. J'en étais dans cette notion qui impliquait l'énergie de Gibbs. L'énergie de Gibbs, c'est donc, je le rappelle, je résume quand même où on en était arrivé, l'énergie de Gibbs, c'est une manière de calculer l'entropie totale dans le système, en dehors du système, d'accord ? Donc de l'univers, en fin de compte, une manière pratique de calculer cette quantité d'entropie. Mais comme elle est présentée sous forme d'énergie, on l'appelle l'énergie de Gibbs. Mais clairement, l'énergie de Gibbs, c'est une manière de calculer l'entropie totale, la variation d'entropie totale d'un système. Et quand on divise cette énergie de Gibbs par le nombre de moles impliqués, on obtient ce qu'on appelle le potentiel chimique. C'est le nu qui apparaissait ici. Et dans le cas d'un mélange idéal, comme par exemple les gaz parfaits, juste en reprenant ce qui avait déjà été écrit, en particulier la valeur de cette énergie de Gibbs quand la pression change, ce qui est courant pour un gaz, d'accord ? On en déduit que ce potentiel chimique dépend de la pression réelle à laquelle se trouve le système, c'est P, et surtout de la fraction molaire de l'espèce considérée, c'est le XA qui se trouve dedans. En d'autres termes, la quantité d'entropie contenue dans une espèce qui se trouve dans un mélange idéal, elle dépend de ce que vous avez sous les yeux. C'est l'équation que vous avez sous les yeux. C'est la quantité d'entropie contenue par une espèce dans un mélange. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser cette formule-là à un moment quelconque ? Ou est-ce que vous allez avoir besoin d'utiliser cette formule-là à un moment quelconque ? Non. Il faut aller encore beaucoup plus loin pour trouver une formule que vous allez avoir à utiliser. On est encore dans le processus de « on arrive à quelque chose » qui est utilisable par vous. En particulier, là, on est uniquement sur les gaz parfaits. Oui, juste un point, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit avant. On est dans les conditions de référence quand on est sous 1 bar et quand on a un produit qui est pur. Un produit pur, ça veut dire que sa fraction molaire est égale à 1. D'accord ? C'est ça, les conditions de référence. Donc, conditions de référence, le composé est pur et on est sous une pression de 1 bar. Voilà, c'est une définition. Est-ce qu'on aurait pu prendre autre chose ? Oui, bien sûr qu'on aurait pu prendre autre chose, d'accord ? Mais c'est ce qu'on a choisi et c'est ce que tout le monde applique. Comme ça, on est tranquille. Ce n'est pas quelque chose de conseillé, d'accord ? Ce n'est pas une habitude, c'est réellement une référence. C'est-à-dire que les chimistes et les physiciens de toute la planète se sont réunis à un moment ou à un autre, pas tous, mais on est d'accord, mais un échantillon représentatif, et on définit, histoire d'être tranquille, on utilise tous ça, comme ça on est tous d'accord sur ce que sont les conditions de référence. Voilà. Et vous aurez noté qu'il n'y a pas la température. Pourtant, la température intervient dans la formule. Ça veut dire que l'on doit systématiquement préciser la température à laquelle on travaille. C'est comme ça.
C'est un choix qu'ils ont fait de ne pas définir de température de référence. Ça nous aurait simplifié la vie, nous, utilisateurs, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. D'accord ?